Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler des conteneurs. Il existe 4 grands types de conteneurs: les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires. On va commencer par les listes. Pour créer une liste, il suffit d'ouvrir des crochets. Et à l'intérieur des crochets, on va pouvoir rajouter les différents items de notre liste. Autrement, on peut également créer une liste en utilisant le constructeur liste. On ouvre des parenthèses, ensuite des crochets, et à l'intérieur, on peut à nouveau renseigner nos items. Alors, on n'est pas obligé de mettre toujours des chaînes de caractères, on pourrait mettre un nombre suivi d'une chaîne de caractères et un booléen, par exemple. Notez que la première expression avec les crochets directement est juste un raccourci de la deuxième avec le constructeur. Mais en réalité, ce qui se passe toujours en arrière-plan, c'est qu'on vient instancier des objets listes à partir du constructeur. Donc la première expression, c'est juste un raccourci de la deuxième. Ensuite, on peut également créer des listes vides. C'est quelque chose qu'on est amené à faire assez régulièrement. Pour ça, on ouvre juste des crochets. Pour accéder aux éléments d'une liste et pour découper les listes, ça va se passer exactement de la même manière que pour les chaînes de caractères. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo de la série. Ici, comme ça se passe de la même manière que pour les chaînes de caractères, on va aller un peu plus vite. Par exemple, pour accéder au premier élément de la liste, on peut aller le chercher à l'index 0. Et on obtient bien Tom. Si on souhaite récupérer le dernier élément de la liste, on peut aller le chercher à l'index -1. Pour le découpage, comme pour les chaînes de caractères, on peut commencer à découper par exemple à partir de 0, ensuite on met les 2 points, et on va les découper jusqu'à l'index 2. Et on obtient les 2 premiers éléments de la liste. Alors notez que lorsque on commence à découper à partir du début, on n'est pas obligé de spécifier l'index 0. On peut mettre directement les 2 points, et Python va comprendre que l'on souhaite découper à partir du début. Autre exemple, si on souhaite récupérer tous les éléments de la liste sauf le dernier, on peut commencer à découper à partir du début, et on va les découper jusqu'à l'index -1. Et on obtient seulement les 3 premiers éléments de la liste. Autrement, on peut également rajouter un pas au niveau du découpage. Ici, par exemple, on va commencer à découper à partir du début, on va aller jusqu'à la fin, et on va mettre un pas de 2. Et comme ça, on va récupérer un item sur 2. On peut également utiliser une petite astuce pour récupérer la liste dans le sens inverse. Pour ça, on commence à découper à partir du début, on va jusqu'à la fin, et au niveau du pas, on va mettre -1. Et on obtient comme ça la liste dans l'autre sens. Ensuite, on va avoir accès à différentes fonctions. Certaines d'entre elles vont être semblables à celles qu'on peut utiliser sur les chaînes de caractères. On a par exemple la méthode index, et ici on va aller récupérer l'index qui correspond à Sarah. Et on obtient bien 2. Les listes sont indexées à partir de 0. Tom est donc à l'index 0, Zoé à l'index 1, et Sarah est bien à l'index 2. Pour vérifier si un item est bien présent dans une liste, on peut utiliser cette syntaxe. On va aller regarder si Zoé est bien présente dans la liste users. Et on obtient true.
Autrement, on va avoir accès à d'autres méthodes qui sont véritablement spécifiques aux listes et qui vont permettre de modifier les listes. On a par exemple la méthode append qui va permettre de rajouter un item dans la liste. Et cette fois-ci, on a bien 5 items dans notre liste. L'item qui a été ajouté se met toujours à la fin de la liste. Si on souhaite rajouter plusieurs éléments, on peut utiliser la méthode extend. Et ici, on va rajouter de nouveaux items. On peut également obtenir le même genre de résultat en réassignant notre liste avec plus égal. Et on va rajouter comme ça, à nouveau, 2 autres items. Si on souhaite rajouter un item à une position spécifique dans notre liste, on peut utiliser la méthode insert. Par exemple, on va rajouter un item à l'index 1 et en deuxième argument, on met la valeur de l'item. Et donc cette fois-ci, contrairement à précédemment, notre item n'est pas venu se rajouter à la fin de la liste, mais il est bien à l'index 1. Alors notez qu'on peut également rajouter des items ou bien modifier des items de la liste en utilisant les index. Si on renseigne le même index de part et d'autre des 2 points, on va rajouter des items. Ici, on a bien rajouté 2 nouveaux items à partir de l'index 2. Par contre, si les index sont différents, on va venir, cette fois-ci, remplacer les items. On relance le script, et on voit qu'on a effectivement remplacé les items à partir de l'index 1. Pour supprimer des éléments d'une liste, on peut par exemple utiliser la méthode pop qui va supprimer le dernier élément de la liste. Si on relance le script, normalement, on a bien Jade qui disparaît de la liste. Si on souhaite supprimer un item en particulier, on peut utiliser la méthode remove. Ici, on va venir supprimer Anna. On peut également supprimer les items en utilisant le mot-clé del. Et par exemple ici, on va supprimer le premier élément de la liste. Et donc on a bien Tom qui a disparu de la liste. Ensuite, on peut également utiliser la méthode clear pour supprimer tous les éléments de la liste. Alors on va utiliser notre deuxième liste, myList, qui contient 3 items. Et on va utiliser la méthode clear. Et on obtient une liste vide. Ensuite, autre opération que on va être amené à effectuer régulièrement sur les listes, c'est la question de l'ordre. On va pouvoir ordonner les listes en utilisant la méthode sort. Si on relance le script, on a notre liste qui a été ordonnée de manière alphabétique. Alors notez que l'ordre est sensible à la casse. Par exemple, si on vient réassigner le premier item
de la liste et que on met la première lettre en minuscule, si on relance la méthode sort, on voit que Adam est en dernière position de la liste puisque la priorité va au majuscule. Alors si on souhaite éviter ce genre de comportement, on peut rajouter un argument et ici on va venir chercher lower. Et donc dans ce cas-là, si on relance le script, on voit que Adam est bien en première position. Et donc on a pris en compte que on voulait les minuscules au début de la liste. Autrement, on peut utiliser la méthode reverse qui, comme son nom l'indique, va inverser le sens de la liste. Pour ordonner les listes, on peut également utiliser la fonction globale sorted. Et ici, en argument, on passe notre liste. On va obtenir le même genre de résultat, sauf que cette fonction globale sorted, elle ne va pas modifier la liste users. Elle va retourner une copie de la liste. Et donc, avec cette fonction globale, on ne modifie pas la liste d'origine. Contrairement à la méthode sort ici qui vient modifier la liste users. Ensuite, on va pouvoir boucler sur les items d'une liste avec une boucle for. Et ici, à l'intérieur de la boucle, on va simplement afficher les items. Si on souhaite récupérer également l'index, on peut utiliser enumerate. Et ici, on va passer users. Dans ce cas-là, on va avoir accès à la fois à l'index et à l'item. Enfin, dernier point que l'on avait déjà abordé dans la vidéo précédente, mais on va pouvoir transformer les listes en une chaîne de caractères. Pour ça, on va utiliser une méthode sur les chaînes de caractères. Donc on vient renseigner ici une chaîne de caractères avec simplement une virgule, et sur cette chaîne de caractères, on va appliquer la méthode join. Et ici, on va passer notre liste. Et en résultat, on obtient une chaîne de caractères avec tous les éléments de notre liste séparés par des virgules. Alors maintenant, on va pouvoir passer au tuple. Comme on l'a vu ici avec les différentes méthodes que l'on a pu utiliser sur la liste, les listes sont mutables. C'est-à-dire que quand on a utilisé par exemple la méthode append, on a rajouté un item dans la liste. On a modifié notre liste users. De la même manière, lorsque on a utilisé la méthode sort, on a changé l'ordre de la liste et donc on a modifié la liste. Et dans certains scénarios, on va vouloir éviter d'avoir des listes qui peuvent être modifiées. Et c'est là qu'interviennent les tuples. Les tuples vont donc nous servir pour créer des sortes de listes qui vont rester immuables. Ça pourrait nous servir par exemple pour représenter des couleurs. Alors ici, on va créer une représentation pour la couleur noire et on va utiliser un tuple. Pour ça, on ouvre des parenthèses et à l'intérieur, on vient renseigner les valeurs RGB. Et comme on a affaire à un tuple, on ne va pas pouvoir réassigner les valeurs. Si on essaye de réassigner la valeur pour le rouge, on obtient une erreur. Python nous explique
que les tuples sont des objets pour lesquels on ne peut pas réassigner les valeurs. Alors notez au passage qu'on va pouvoir créer des variables par déstructuration. Ça va fonctionner avec les tuples, mais ça va également fonctionner avec les listes. Par exemple, si on souhaite récupérer le rouge et ensuite le reste des valeurs, alors pour le reste, on utilise l'unpacking avec l'étoile et on vient déstructurer notre tuple. Et comme ça, on obtient deux nouvelles variables, la première qui est un nombre et la deuxième qui est une liste. Autre exemple, on va récupérer le rouge, on va récupérer le vert en utilisant l'unpacking et on va récupérer le bleu. Et cette fois-ci, on a trois variables. La première qui est un nombre, la deuxième qui est une liste avec un seul item à l'intérieur, et la dernière qui est à nouveau un nombre. On va pouvoir également créer des tuples en utilisant le constructeur. Et ici, à nouveau, on vient renseigner les valeurs entre parenthèses. Sur les tuples, on va également avoir accès à des méthodes. On peut par exemple utiliser la méthode count. Et ici, on va venir compter le nombre de fois qu'apparaît 255 à l'intérieur de notre tuple. Et on obtient bien 3. Autre chose que l'on peut faire avec des tuples, on va pouvoir les multiplier. Si on multiplie notre deuxième tuple par 3, on obtient un tuple qui est 3 fois plus long avec que des zéros à l'intérieur. Autre chose que l'on va pouvoir faire et qui est liée au tuple, c'est l'utilisation du constructeur zip. Le constructeur zip va permettre de créer des paires de tuples à partir d'itérables. Alors pour l'exemple, on va créer deux listes. Une première avec des noms et une deuxième avec des scores. Et ensuite, on va utiliser le constructeur zip et on va passer ici nos deux listes. Si on essaye d'afficher le résultat, on va obtenir un objet, mais on va pouvoir convertir cet objet en une liste. Donc on va caster le résultat dans une liste et on obtient comme ça une liste avec à l'intérieur des tuples et chaque tuple est une paire qui a été créée à partir de nos deux listes. Donc on va pouvoir comme ça apparier des éléments de différentes listes. Et ensuite, par exemple, on pourrait créer une boucle à partir de results et on va afficher à chaque fois le nom et le score. Alors ensuite, on va pouvoir également utiliser des tuples nommés. Ça va nous servir par exemple si on souhaite créer des sortes de dictionnaires qui eux aussi vont rester immuables. Alors on n'a pas encore vu les dictionnaires, on va juste montrer un exemple rapidement et ensuite on approfondira la question. Mais les dictionnaires, c'est simplement des paires de clés-valeurs. Alors ici, on vient renseigner une clé et on associe une valeur. Donc à chaque fois, on a une clé, une valeur, séparées par les deux points. Et donc ça, c'est un dictionnaire. Mais le problème, c'est que les dictionnaires, comme les listes, vont pouvoir être modifiés. Ici, on peut tout à fait réassigner
la valeur pour la clé rouge. Et si on affiche notre dictionnaire, on a bien une valeur de 222 pour la clé rouge dans le dictionnaire. Donc si on souhaite créer des sortes de dictionnaires qui vont être immuables, eh bien on peut utiliser des tuples nommés. Alors pour ça, il faut importer named tuple à partir des collections. Et ensuite, on va pouvoir créer un objet. En premier lieu, on passe le nom. Et ensuite, on va passer une liste avec les clés. En définitive, on va obtenir une sorte de dictionnaire, sauf que cette fois-ci, on ne va pas pouvoir modifier les valeurs. Donc on peut instancier notre tuple nommé. Et ici, on va passer les valeurs. On peut renseigner directement les valeurs comme ceci, ou bien on peut rajouter les clés. Et donc, comme je le disais, dans le cas des tuples nommés, on ne peut pas modifier les valeurs, exactement comme pour les tuples. Si on essaye de réassigner la valeur pour le rouge, on devrait avoir une erreur. Et pour accéder aux valeurs, on peut utiliser soit les index, ou bien les clés. Et voilà, c'est à peu près tout pour les tuples. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux ensembles. Les ensembles vont être également des collections de valeurs, mais ce qui va les caractériser, c'est qu'il va s'agir de collections de valeurs uniques. Pour créer un ensemble, on utilise des accolades, et même si on renseigne des doublons à l'intérieur des accolades, lorsque on va afficher notre ensemble dans le terminal, on obtient bien une collection de valeurs uniques. Tous les doublons ont été retirés. On va pouvoir également créer des ensembles en utilisant le constructeur, et ça va fonctionner exactement de la même manière. On peut créer aussi des ensembles vides. Alors attention avec la création des ensembles vides, puisque si on utilise directement des accolades, on ne va pas créer un ensemble vide, mais un dictionnaire vide. Donc pour créer un ensemble vide, on est obligé d'utiliser le constructeur. Dans la pratique, on n'est pas amené régulièrement à manipuler des ensembles. On manipule plutôt des listes. Mais pour autant, il arrive régulièrement que dans les listes, on ait des doublons. Alors si on souhaite récupérer uniquement les valeurs uniques à partir de cette liste, eh bien ce que l'on peut faire, c'est caster la liste dans un ensemble. On va venir convertir la liste en un ensemble. Et comme ça, on récupère bien la collection de valeurs uniques. Autrement, si on souhaite vraiment récupérer une liste pour pouvoir la manipuler par la suite, ici on a une liste avec des doublons, et bien si on souhaite récupérer à nouveau une liste, ce que l'on peut faire, c'est d'abord caster la liste de départ dans un ensemble, comme ça on récupère les valeurs uniques, et ensuite on va à nouveau caster l'ensemble dans une liste. Comme ça on va bien récupérer une liste avec les valeurs uniques. Ensuite, avec les ensembles, on va également utiliser régulièrement des fonctions, notamment des fonctions globales.
On a par exemple la fonction min qui va retourner le minimum. On a la fonction max qui retourne le maximum. Et on a également la fonction somme qui va faire la somme de tous les éléments de notre ensemble. Alors notez que ces fonctions globales, min, max et somme, elles peuvent être également utilisées avec les listes. Et ici, on obtient une somme beaucoup plus importante puisque dans la liste, on a encore les doublons. Pour vérifier si un élément est présent à l'intérieur de l'ensemble, on utilise toujours la même syntaxe, celle qu'on utilise aussi pour les tuples et pour les listes. Et ici, on obtient false puisque la valeur 3 n'est pas dans notre ensemble. Autrement, on va avoir des méthodes, par exemple pour supprimer un élément de l'ensemble. Alors attention avec la méthode remove, puisque si on essaye de supprimer un élément qui n'est pas présent dans l'ensemble, on obtient une erreur. Alors pour éviter d'avoir une erreur, de manière alternative, on peut utiliser la méthode discard. Cette méthode, elle va faire exactement la même chose que la méthode remove, à ceci près que elle ne va pas jeter d'erreur lorsque l'élément n'est pas présent dans l'ensemble. À l'inverse, on va avoir à nouveau la méthode add pour ajouter un élément dans l'ensemble. On va pouvoir ajouter plusieurs éléments. Par exemple, ici, on crée un autre ensemble et on va pouvoir mettre à jour notre premier ensemble avec la méthode update et en argument, on vient passer le deuxième ensemble. Ensuite, on va avoir différentes méthodes qui vont être spécifiques aux ensembles. On va venir créer ici de nouveaux ensembles et on va avoir par exemple la méthode union qui va nous retourner la réunion des deux ensembles. Donc on a les valeurs qui sont à la fois présentes dans A et dans B. Alors de manière alternative, on peut également utiliser cette syntaxe et ça va également créer la réunion des deux ensembles. Dans le même genre d'idée, on va avoir également une méthode pour les intersections. On lance le script et cette fois-ci, on obtient les valeurs qui sont à la fois présentes dans A et dans B. Et on pourrait obtenir le même genre de résultat en utilisant cette syntaxe avec l'esperluette. Ensuite, on va avoir également la différence. Et donc avec la différence, on obtient les valeurs qui sont présentes dans A, mais qui ne sont pas présentes dans B. Et on a également une syntaxe alternative pour la différence avec le signe moins. Et enfin, on va avoir également la différence symétrique. Et dans ce cas, on obtient les valeurs qui sont présentes dans A et les valeurs qui sont présentes dans B, mais qui ne sont pas communes entre A et B. Et de manière alternative, on peut utiliser cette syntaxe avec l'accent circonflexe. Alors notez également que pour toutes ces méthodes,
que ce soit l'union, l'intersection, la différence et la différence symétrique. On va également avoir accès à des méthodes assez similaires qui vont modifier l'ensemble de départ. Donc toutes ces méthodes, l'union, l'intersection, la différence et la différence symétrique, ils vont retourner des copies, mais ils ne vont pas modifier l'ensemble de départ. Si on souhaite véritablement modifier l'ensemble de départ, ici en l'occurrence l'ensemble A, eh bien on peut utiliser, par exemple, symétrique différence update, ou bien intersection update. Et dans ce cas, avec ces méthodes, on va venir véritablement modifier l'ensemble de départ. Et c'est à peu près tout pour les ensembles. Alors maintenant, on va pouvoir s'attarder sur le dernier conteneur, les dictionnaires. Pour les dictionnaires, on a déjà vu un peu comment ça fonctionnait. Les dictionnaires vont permettre de créer des paires de clés-valeurs. Pour initialiser un dictionnaire, on utilise les accolades. Ensuite, on vient renseigner, entre guillemets, le nom de la clé. Puis on met les deux points. Et après les deux points, on met la valeur associée à la clé. Alors on peut rajouter plusieurs clés. Pour cette deuxième clé, par exemple, au niveau de la valeur associée, on va venir renseigner une chaîne de caractères. Et pour la dernière clé, on va mettre par exemple un booléen au niveau de la valeur associée. On peut également utiliser le constructeur pour créer des dictionnaires. Et au niveau du constructeur, on va pouvoir renseigner des arguments nommés. Et pour chaque argument, on vient renseigner la valeur associée. On peut également créer des dictionnaires vides. Et cette fois-ci, effectivement, on peut bien utiliser directement les accolades. Donc lorsque on vient initialiser une variable avec juste une paire d'accolades, on crée bien un dictionnaire vide et non pas un ensemble vide. Comme précédemment avec les listes, les tuples et les ensembles, on va pouvoir vérifier si une clé est bien présente à l'intérieur du dictionnaire. Et ici, on obtient false puisque on n'a pas de clé title dans notre dictionnaire. Ensuite, on va pouvoir utiliser différentes méthodes qui vont être particulièrement utiles avec les dictionnaires. On en a trois en particulier. On a une première méthode qui va permettre de récupérer les clés du dictionnaire. Et ici, on obtient un objet. Alors, on va pouvoir convertir cet objet en une liste. Et cette fois-ci, on obtient une liste avec toutes les clés de notre dictionnaire. De la même manière, on va pouvoir également récupérer uniquement les valeurs. Et donc cette fois-ci, on a une liste avec toutes les valeurs du dictionnaire. Et enfin, on a une dernière méthode similaire, c'est la méthode items. Et cette fois-ci, on obtient une liste avec à l'intérieur des tuples qui correspondent à nos paires de clés-valeurs. Sachant cela, si on souhaite boucler sur un dictionnaire, ce que l'on va faire dans la pratique, c'est qu'on va utiliser cette méthode items. La méthode, elle nous retourne une liste de tuples, donc un itérable, et comme ça, à chaque itération de la boucle, on va pouvoir récupérer à la fois la clé et la valeur. Si on souhaite accéder à une valeur en particulier au sein de notre dictionnaire, on peut utiliser
la méthode get. Il existe aussi une autre syntaxe, beaucoup plus courte, et c'est celle-ci que on va utiliser généralement, qui permet également de récupérer la valeur associée à une clé. Les dictionnaires peuvent être modifiés, comme les listes et les ensembles. Alors ici, par exemple, on va venir modifier l'auteur de notre poste. Si on souhaite modifier plusieurs paires de clés valeurs, on peut utiliser la méthode update. Et ici, on va venir renseigner les nouvelles valeurs pour les clés qui nous intéressent. Pour ce qui est de la suppression, on peut par exemple utiliser la méthode popItem qui va supprimer la dernière clé du dictionnaire. Si on souhaite supprimer une clé en particulier, on peut à nouveau utiliser cette syntaxe avec le mot-clé del. Et voilà, c'est à peu près tout pour les dictionnaires. Alors, pour conclure cette vidéo, on va terminer avec un exemple un peu plus concret qui va permettre de montrer ce que l'on peut faire pour manipuler les différents conteneurs. Alors, je vais venir coller ici un dictionnaire. Et pour ce dictionnaire, à chaque fois, on a au niveau des clés des noms d'élèves et au niveau des valeurs associées des scores. Alors, ce que l'on va vouloir faire ici, c'est compter le nombre d'élèves qui a obtenu tel ou tel score. Alors pour ça, ce que l'on pourrait faire dans un premier temps, c'est récupérer uniquement les scores. Et ici, on va les récupérer dans une liste. Comme on a affaire à une liste, on va pouvoir boucler sur la liste. Et donc comme ça, on récupère bien tous les scores. Mais le problème, c'est qu'on a plusieurs fois le même score. Alors pour éviter les doublons, ce que l'on va faire, c'est que on va venir caster notre liste dans un ensemble. Et cette fois-ci, on a une boucle avec uniquement 3 itérations, puisque on a affaire à un ensemble, et les ensembles sont des collections de valeurs uniques. Alors maintenant, on va pouvoir récupérer le nombre d'élèves pour tel ou tel score. On va reprendre la liste avec tous les scores. Et pour l'itération courante, on va venir compter le nombre d'élèves qui a obtenu ce score. Et donc on obtient comme ça le nombre d'élèves. Et ici, on va pouvoir mettre une phrase dans la boucle. Et donc voilà, c'est à peu près le genre de manipulation que on fait dans la pratique avec les différents types de conteneurs. Donc il faut savoir comment récupérer les valeurs d'un dictionnaire, comment convertir une liste en un ensemble, etc. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.